la question de la représentation de la jeunesse, c'est une question qui n'est pas simplement une question de cinéma, c'est une question de société. Je crois que chaque société se donne la représentation de la jeunesse qu'elle mérite. Et que parfois, quand on se retourne sur la façon dont la jeunesse était représentée, on se dit, bon sang, mais qu'est-ce que ça a changé? Pas forcément bien, pas forcément mal, mais ça a vraiment changé. Et c'est vrai que la question s'est posée de manière aiguë à un moment donné, dans les années 50, la jeunesse va faire irruption, effraction dans le cinéma. Et ça nous apprend autant sur la société que sur l'art cinématographique. Alors, c'est en 1955 que cette histoire commence. Ça se date, c'est intéressant. Ça se date parce qu'il y a un film qui fait une rupture. Vous savez, on dit il y a avant et après Citizen Kane. De la même manière, il y a avant et après La Fureur de vivre. Il y a avant et après Les 400 coups de Truffaut. Ce que je voudrais, c'est de manière très rapide, vraiment un Mac 2, faire un vol très très stylisé, on va dire, pour être positif, sur la façon dont la représentation de la jeunesse évolue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai un but secret. Je voudrais vous pousser à voir les films que les jeunes voient et que peut-être vous ne voyez pas. C'est très important aujourd'hui, quand on enseigne, je trouve, de se forcer à aller voir des choses qu'on ne verrait pas spontanément. Parce que c'est la meilleure façon de faire un pont avec nos élèves. Et effectivement, à connaître ce qu'ils aiment, et parfois ils aiment des horreurs, hein, on est bien d'accord, ça va de soi. Mais en cherchant bien dans les horreurs, on peut trouver un truc comme Cloverfield, comme Supergrave, on peut faire un pont entre ce que nous, on peut leur apporter de connaissance du cinéma et de l'idée que le cinéma est un art et que quelque chose de cette perception artistique peut arriver, et ce qu'ils aiment. Voilà, ça c'était le présupposé pédagogique. Son enfance est une enfance de petits banlieusards de milieux modestes, dans la France d'après-guerre, du côté de Montreuil. Et une phrase de Claude Miller que j'ai relevée, qui me semble intéressante, il dit « J'appartiens à la dernière génération de cinéastes à avoir connu et découvert le cinéma avant l'apparition de la télé. » C'est-à-dire à avoir connu le cinéma à l'époque où il était magique, si vous voulez, d'une certaine façon, où il était le lieu de l'imaginaire et de toutes les identifications, où on apprenait tout au cinéma, y compris, disons, une conception fantasmatique de la sexualité. Il y avait un côté très érogène hein, dans le cinéma, qui a beaucoup marqué Miller, qui pratique aussi à sa façon, et qui est un cinéma qui a de l'éclat. C'est assez visible dans Les Froutés. Ensuite, j'isolerai simplement un tout petit fait pour aller très vite jusqu'à ses années de formation. C'est le moment où il est élève d'Henri Agel au lycée Voltaire à Paris, hein, qui était à la fois un critique, un théoricien et un historien du cinéma, qui animait un ciné-club et qui a beaucoup influencé des jeunes générations qui ensuite sont parties du côté de l'IDEC ou autre. Il a été assez admiratif de cet enseignement, beaucoup fondé sur la catharsis. Danet a été aussi un des élèves d'Henri Agel, mais il en parle en termes nettement moins flatteurs. Et puis donc, il semblait assez naturel pour Claude Miller donc, de rejoindre l'IDEC, ce qu'il a fait. Donc l'IDEC, je vous rappelle, c'est l'ancêtre de la FEMIS, hein, l'Institut des hautes études cinématographiques, qu'il intègre en 61-62. Il est dans la même promotion que Théo Angelopoulos, par exemple, pour vous donner un petit repère de génération. Hein. Ensuite, il est assistant. Alors, auprès de cinéastes prestigieux, excusez du peu, c'est quand même Marcel Carné et Robert Bresson, hein, donc les années de formation dans l'assistanat. Et puis par la suite, bon, ses débuts vont être marqués par la Nouvelle Vague. Pas en tant que cinéaste de la Nouvelle Vague, parce qu'il est encore trop jeune pour ça, mais parce qu'il va beaucoup tourner et travailler pour des cinéastes de la Nouvelle Vague. Entre autres, il collabore avec Jacques Demy, il est assistant sur 3 films de Godard, La Chinoise et autres. Et puis... la grande rencontre, ça va surtout être Truffaut, dont il va devenir le principal et ensuite le premier directeur de production. Il fait 8 films avec Truffaut. Ensuite, évidemment, Miller souhaite passer à la réalisation, il hésite un peu. Il fait le saut par le biais du court-métrage. Il y en aura 3. 2 qui sont totalement invisibles. 2 avec, pour interprète Juliette Berthaud. Le premier qui s'appelle Juliette dans Paris et qui est... a priori, si j'en crois ce qu'il raconte, une histoire de vampire, mais enfin, il ne veut le montrer à personne, il estime que c'est un travail d'étudiant sans intérêt. Le deuxième, La question ordinaire, a été jugé trop violent et interdit.
Et puis le troisième, c'est Camille, ou la comédie catastrophique, avec à nouveau Juliette Berthaud et puis Philippe Léotard, qui lui a été montré. Et on en arrive à son premier film, La meilleure façon de marcher, qu'il écrit avec Luc Béraud, et qu'il va tourner et sortir en 1976. Donc quand est-ce qu'on commence à réfléchir à la question de l'acteur? C'est quelque chose qui arrive assez tôt, on commence à y réfléchir dès le scénario, dès l'écriture des personnages. Bon, pareil, dans l'écriture d'un scénario, il y a une multitude de méthodes, chacun trouve la sienne. Moi, en général, avec ma scénariste, on développe un sujet, c'est-à-dire un sujet que j'aimerais traiter, un propos. On démarre plutôt par des questions de sens. Et ensuite, on va aborder des personnages qui vont incarner ce sujet. Dans un film, en général, quasiment tout le temps, ça se passe un peu comme ça. C'est le personnage est celui qui va traverser une expérience singulière qui va le modifier. Donc en général, on travaille un parcours de personnage qui va être confronté à une série d'événements ou d'obstacles qui vont le modifier. À l'arrivée, ce personnage-là sera transformé. Bon, entre là-dedans la question du point de vue, qui est une composante essentielle au moment de l'écriture. Et dans l'écriture, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, la question du personnage devient extrêmement essentielle pour essayer de faire passer le sujet de manière vivante et non pas théorique. Le personnage commence à exister dans le scénario par toute une série d'attributs qu'on lui donne, qui vont être déterminants parce qu'ils vont ensuite définir tout le travail avec l'acteur, qui sont des attributs physiques, d'âge, de sexe, etc. évidemment, des attributs sociaux, l'origine du personnage, des attributs moraux. Il y a tout un travail sur le personnage, sur la place qu'il occupe au monde et sur le regard qu'il a sur le monde dans lequel il vit, dans lequel il évolue. Donc sur Avant l'aube, là, le film avec Vincent Rottier et Jean-Pierre Bacry, le film était reposé sur le parcours de Frédéric, qui est vraiment l'histoire de ce garçon qui va rentrer dans cet hôtel, dans cette famille, qui va voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et qui va être instrumentalisé par cette famille et qui va en sortir transformé, modifié. Il y avait d'un côté le personnage de Frédéric, Vincent Rottier, qui est un personnage insatisfait dans son milieu, qui veut changer de milieu, et de l'autre côté j'ai un personnage, Jean-Pierre Bacry, qui est un personnage qui n'est pas heureux dans sa famille et dans son milieu, et qui essaie d'en sortir, et ces deux personnages vont se rapprocher à la faveur de leur désenchantement, c'est-à-dire ils vont avoir l'impression de se retrouver à une place qui semble être la bonne pour eux. Souvent c'est ça dans les scénarios, les personnages cherchent à trouver la place qu'ils devraient occuper dans le monde. Et Frédéric a l'impression de trouver chez Jean-Pierre Bacry le père qu'il aurait aimé avoir. Jean-Pierre Bacry a l'impression de trouver le fils qu'il aurait aimé avoir. Et c'est même sur une question de milieu qu'ils se retrouvent. Il faut que ce soit un cinéma qui coule, qui soit élégant. Alors la caméra doit être à la hauteur des yeux des comédiens, jamais en plongée ou contre-plongée, pour ne pas avoir une syntaxe qui se voit. De même, des focales toujours proches de l'œil, pas ni très larges ni très serrées, qu'il n'y ait pas d'aberration géométrique de l'objectif qui puisse donner une impression qu'on est au cinéma. Voilà, il est toujours dans cette idée de fluidité entre le spectateur et ses personnages. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est sa grande caractéristique. Quand Rohmer a décidé de faire ce film, L'Anglaise et le Duc, c'est parce qu'au préalable, il avait fait un clip avec Ariel Dombal et il l'avait collé sur une carte postale. Donc il a vu que ça y est, il pouvait faire
des effets spéciaux facilement. Donc là, l'anglaise, dès 98, on a commencé à le préparer. Lui, ce qu'il m'a dit comme paramètre, puisque bon, bah, pour la médiathèque, il m'avait dit vous savez conduire, oui, bon, je vous engage, vous serez seul et vous n'aurez personne. Et pour l'anglaise et pour le compte d'été, il m'avait dit vous avez le droit d'emmener tout ce que vous voulez, puisque c'était un film 35 produit par le Losange, donc là, il y avait vraiment tout l'argent que je voulais, quoi. Mais vous pouvez emmener que ce que vous pouvez porter. Bon, voilà. Et alors, sur l'anglaise et le truc, il m'a dit, donc à nouveau, gros moyen, quoi, gros film quand même, parce que film d'époque, parce que vous imaginez que chaque robe, à peu près, de Lucie, c'est 300 000 francs pour faire faire. Hein. Donc, je veux dire, moi, je n'étais pas limitée par l'argent. Et pourtant, on a pris un support très pauvre. Et ça a été très dur de convaincre les producteurs qu'on ait un super pauvre, puisqu'on a tourné le film avec la Beta 790, qui était à l'époque, au même moment, se tournait Vidoc avec le prototype de la première caméra HD. On a fait donc une première série de tests où on a vu que la plus grosse difficulté, parce que ni lui ni moi on avait vraiment fait des incrustations, puisque en fait pendant qu'on était, on était allé voir Batman ensemble, et puis je lui avais dit oh là là, quand je saurais faire des incrustations, je serai un vrai chef-op. Voilà, oui, donc, et puis lui il n'en avait jamais fait dans sa vie, enfin à part quand il a collé Ariel Dombal sur une carte postale. Mais en fait, coller quelqu'un qui ne bouge pas sur une carte postale, c'est facile. Le problème, c'est quand la personne se déplace dans l'espace. C'est là où tout se complique, quoi. Donc là, on a fait notre premier essai dans un studio qui devait être grand comme ça à peu près. Puis on a vu qu'on a perdu un temps fou à faire la mise en place pour que les gens se déplacent et que ça ait l'air vrai sur le tableau. C'est-à-dire que quand ils marchent, tout d'un coup ils ne s'élèvent pas, ils ne rentrent pas dans un mur. Quand ils ouvrent la porte, ça soit vraiment une porte, mais pas... qu'on arrive à coller les gens. Il y a une réalité géométrique qui est sur le tableau qui doit se retrouver sur le plateau. Donc à partir de ce moment-là, mais on était toujours dans un choix 35 mm en fait. On pensait tourner le film en 35 mm encore à l'époque. Parce que c'était un support stable. Et que comme ça allait coûter cher, on n'allait pas nous autoriser, enfin on n'avait pas envisagé la vidéo encore. Hein. On pensait tourner en 35, passer à la vidéo pour truquer, puis revenir au 35. Et puis en fait, au fur et à mesure des essais, on s'est rendu compte que le 35 mm obligeait à ce que Romer fasse un storyboard et donc sa mise en scène à l'avance. Et ça, ça aurait été possible, il aurait pu le faire, mais déjà il se serait dépouillé de son principe de base qui est qu'il arrive le matin et c'est là où il décide sa mise en scène. Il peut modifier, s'il a envie de changer, il peut faire le contraire. Et